Les téléspectatrices de la RTNK, vous êtes nombreux et nombreuses à suivre votre émission, notre émission Jeunes Débatteurs, une émission qui vous est présentée par Victorien Kondoli, une émission qui donne un cadre propice à la jeunesse pour parler du genre, du développement, de la parité, des droits humains, de la masculinité positive et pour ne citer que cela. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec les jeunes débatteurs, les jeunes porteurs de l'ADN du changement, de la chromosome de la révolution, les jeunes vraiment très militants et militantes et vous allez les découvrir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique intitulée Le droit au travail en République démocratique du Congo est efficacement garanti en pratique. Nous allons vraiment découvrir combien de fois ces droits est bafoué ou respecté, entre autres. On va les découvrir. Et je suis avec Samuel Bagouma. Bonjour Samuel Bagouma. Bonjour très cher Victorien, merci de nous avoir conviés encore à ces débats. Et bonjour à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNK. Je rappelle que vous êtes membre de Leader Academia. Effectivement. Votre association, comment elle se porte? Pour le moment, Leaders Academia se porte à merveille. Leaders Academia, comme vous savez, lutte pour les changements positifs et notre principale cible, c'est la jeunesse. Merci, Monsieur Samuel Bagouma. C'est vraiment un grand honneur de vous recevoir encore dans cette grande émission. Je suis avec Nora Mujinga. Bonjour Nora Mujinga. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes étudiante à l'Université catholique de Bukavu. Comment ça va là-bas? Est-ce que tout va bien avec les étudiants? Vous faites la faculté d'architecture. Oui, je fais la faculté d'architecture et urbanisme, donc je pourrais dire que tout va bien. Vous sentez-vous à l'aise? Malgré un peu la pression des examens qui approchent, mais tout va très bien. Ok, merci. Je suis avec Aimé Ilunga. Il est économiste, chercheur en économie, parce qu'il a déjà terminé. Merci, monsieur Aimé Ilunga, pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, cher journaliste, et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. Vous avez terminé où? J'ai fait l'économie publique à l'université officielle de Bukavu. Et pour ce moment, qu'est-ce que vous faites? Comme vous l'avez si bien dit, je suis chercheur en économie, je fais des recherches dans les domaines économiques. Merci, monsieur Aimé Ilunga. Je suis avec monsieur Faustin Banyanga. Il est juriste en pépinière comme nous autres à l'université officielle de Bukavu. Bonjour, monsieur Faustin Banyanga. Bonjour, monsieur Victorien. Bonjour à tous les co-débatteurs et à la co-débattrice aussi. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTNK. Merci, monsieur Faustin Banyanga. Nous allons directement décortiquer la thématique du jour qui est intitulée Le droit au travail en République démocratique du Congo est pratiquement garanti. Monsieur Samuel Bagouma, qu'est-ce qu'on peut attendre par droit au travail ou même les mots travail, parce que c'est simple mais apparemment qui contient plusieurs explications. Merci beaucoup pour la parole nous adresser, cher Colvert. Parce que je me permets de vous appeler Colvert. Oui, c'est un non-scout. C'est un non-scout. Avant que je ne puisse définir le mot droit, le mot travail, le mot droit au travail, d'emblée, j'aimerais d'abord transmettre nos messages de compassion envers les victimes de Béni et envers le lieutenant qui vient d'être enterré maintenant au camp sérieux, qui a été tiré par balle à cause de l'insécurité dans la ville de Bukavu. Toutes nos condoléances à la famille vraiment éprouvée. Ou aux familles éprouvées, parce qu'à Béni, il y a plusieurs familles déjà éprouvées. Alors, nous disons vraiment nos condoléances. D'accord, merci. Le droit au travail, la thématique de ces jours. Le droit a plusieurs conceptions, mais ici, nous n'allons pas étayer tout ce qu'il y a du mot droit. Nous allons parler du droit en tant que prérogative, en tant que les avantages que l'État reconnaît aux individus. Et dans cette jouissance, elle est individuelle et parfois collective. Ces avantages-là sont des avantages tels que reconnus, par exemple, le droit à la vie, les droits aux soins médicaux, le droit au travail. Le droit au travail veut que tout un chacun, en air de tout un chacun, tout Congolais, puisse trouver une occupation capable de lui garantir une certaine rémunération à la fin du mois. De manière assez simple, simpliste. Le travail, comme disent les économistes, d'ailleurs nous en avons un aujourd'hui, le travail implique salaire. Parce qu'il faut différencier les occupations du travail. Quand vous restez quelque part et vous ne touchez rien, ne dites pas que vous travaillez.
peut-être vous faites une belle œuvre de charité. Mais ce n'est pas du travail. Donc sans salaire, on ne peut pas parler du Non, travail. sans salaire, sans rémunération, il ne faut pas parler du travail. Il ne faut pas parler du travail. Merci, monsieur Samuel Bagouma, pour ces précisions. Alors, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a vraiment un distinguo entre droit au travail et droit du travail? Oui, sûrement, il y a un très grand distinguo entre droit du travail et droit au travail. Le droit du travail, c'est l'ensemble de tous ces textes-là qui organisent le travail, et qui réglementent la relation entre employé et employeur. Chez nous, c'est les codes du travail et des lois complémentaires au code du travail de 2002. C'est ça le droit du travail. Mais si nous disons le droit au travail, c'est maintenant cette prérogative-là. Est-ce que l'État reconnaît vraiment cette prérogative aux individus de trouver une occupation moyennant un salaire, moyennant une rémunération? C'est ça le droit au travail, différemment du droit du travail. Parce que le droit du travail fait plus appel au seul juriste, si vous allez me permettre, le droit du travail. Mais le droit au travail fait appel à toute la société. Le droit au travail, parce que nous tous, déjà majeurs, nous sommes reconnus de travailler. Mais maintenant, le problème qui se passe, c'est que on arrive à constater que les chômages montent en crescendo. On ne comprend plus c'est quoi les problèmes. Est-ce que c'est parce que l'État n'installe pas des établissements capables de garantir le travail, ou c'est parce qu'à un moment, on décourage aussi certains entrepreneurs, certains jeunes entrepreneurs? Vous allez vous rendre compte, si quelqu'un a besoin d'exploiter quelque chose, demain, toute une liste d'impôts et taxes. Il n'a jamais eu une période d'essai légal. Merci, cher Samuel Bagouma. On va encore revenir à vous. Vous aurez encore la parole. Madame Nora, vous avez compris ce que Samuel a dit par rapport au droit au travail. Est-ce que vous avez aussi quelques précisions à faire? Par rapport au droit au travail dans notre pays, je dirais que le droit au travail n'est pas presque garanti parce que il a bien souligné, il a dit que les droits au travail, c'est ces droits-là qui nous permettent d'avoir une occupation, mais une occupation qui est rémunérée. Donc dans notre pays, je dirais que nous avons des droits à l'occupation, mais pas le droit au travail. Mais pas le droit au travail. Parce Comment que ça? La rémunération que nous avons dans notre pays ne nous permet pas d'atteindre les débuts du mois. Alors que on dit que dans le droit au travail, nous devons avoir un salaire nous permettant de scolariser, de nous vêtir, de nous nourrir, de faire toutes les choses possibles pour arriver à combler les deux bouts du mois. Alors que dans notre pays, je dirais que nous avons le droit à une occupation parce que il y a des personnes qui partent au travail et qui te disent que je vais au travail mais je reçois 80 000 francs. Normalement, 80 000 francs peut te garantir alors que ce n'est que $40. Alors que si on calcule avec le prix d'avoir des denrées alimentaires au marché, ça ne permet même pas d'atteindre même 2 semaines pour arriver à atteindre le bout du mois. Donc, je dirais pour moi, dans notre pays, nous avons que des droits à une occupation, pas le droit au travail. Et quid de la constitution de notre pays, notamment à son article 36 qui dispose express verbis que les droits au travail, et d'abord tout Congolais doit avoir donc un travail et les droits est un devoir aussi sacré. Donc on sacralise même les devoirs au travail. Donc tout le monde devrait d'abord travailler pour respecter ses droits et notamment les droits devraient être garantis par l'État congolais. Est-ce que cette disposition-là est un peu en application ou à 80% ou combien de pourcentage vous pouvez dire que Premièrement, cette je disposition dirais est que garantie? dans notre pays, les textes sont bien écrits, mais l'application de ces textes-là est une réalité très différente sur terrain. Donc, notre pays ne garantit pas ses droits au travail. Donc, pour moi, je dirais que nous avons des très beaux textes, mais si on les appliquait, nous serions un pays paradis. Mais là, pardon, il n'y a pas d'application de Malheureusement, ces il n'y a droits pas au l'application. travail. Ça, c'est grave, puisque même l'accent grave. Merci, Aimé Ilunga. Vous avez compris ce que Mme Nora a dit par rapport au droit du travail, mais notamment par rapport à l'article 36 de la Constitution qui garantit les droits au travail à tout Congolais et qui dit aussi que les droits au travail est un devoir même sacré pour tout Congolais. Est-ce que vous avez un quelconque propos à dire par rapport à cette disposition-là? Alors, n'étant pas juriste, je ne vais pas me lancer dans des questions de droit. Nous avons des personnes attitrées sur ces plateaux
et je suis rassuré qu'ils vont éclairer la lanterne de tous nos téléspectateurs. J'aborde la question en tant qu'économiste. Oui. Et à ce titre, j'aimerais établir un distinguo entre emploi et travail. Parce que les appréhensions qui ont été données sur ces plateaux relèvent beaucoup plus de l'emploi que du travail. Il n'y a que dans la relation employeur et employé que le salaire est une obligation et qui garantirait les droits à la vie, les droits à la scolarité des enfants, les droits au pouvoir d'achat, etc. Par contre, lorsqu'on analyse la question du travail, surtout dans les pays sous-développés, il convient d'intégrer la dimension du travail, comment on appelle, le travail au noir. Ce sont toutes ces personnes qui exercent un travail, mais qui ne sont pas reconnues comme qui ne sont pas des employés ou qui ne sont pas employés par une tierce personne. Ça veut dire que si vous êtes commerçant ou commerçante, si vous exercez une activité privée, mais qui vous permet de survivre ou de vivre, vous n'êtes pas employé, mais quand même vous travaillez. La question qui est en train d'être débattue cet après-midi, c'est autour du droit du travail. Et dans cette appréhension, nous devons comprendre le travail dans son acception de l'emploi, où nous avons d'une part l'employeur et d'autre part l'employé. Et je dois dire que cette prérogative constitutionnelle selon laquelle tout Congolais a droit à un travail décent, bien rémunéré, n'est pas respectée dans notre pays. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur les raisons, l'état des lieux, mais il s'y est dénoté que du côté appréhendé sous l'aspect de l'emploi, le travail en RDC, nous avons plus de 90% de personnes qui sont au chômage, qui désirent travailler, qui ont les capacités pour travailler, qui sont disposés à travailler, mais malheureusement ne trouvent pas où travailler. C'est ça l'état actuel de notre pays. Et nous allons renchérir dans les prochaines interventions sur les raisons Monsieur Aimé Ilunga, est-ce qu'on ne peut pas travailler pour soi-même? C'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on travaille pour soi-même, à ce moment-là, on est dans l'acception du travail comme travail indépendant, comme travail au noir, comme travail individuel, mais pas comme travail dans le sens de l'emploi, emploi-employeur. Oui, on va encore revenir à vous. Monsieur Faustin Banyanga, vous avez compris que lorsqu'on travaille pour soi-même, on est dans le cas d'un travail indépendant. Et on aimerait savoir que vous, en tant que juriste en formation, est-ce que dans ces cas-là, dans ces cas d'espèce, est-ce qu'on peut bénéficier toujours des droits au travail, de tous les droits aux employés et employés? Est-ce qu'on peut toujours juridiciser cette matière-là? Bon, merci beaucoup. De prime abord, permettez que je dise bonne fête à tous les professionnels, c'est-à-dire à tous les travailleurs. À tous les travailleurs. Malheureusement, il n'y a pas encore cet engouement comme on le vivait. On égorgeait des chèvres un peu partout, des vaches, mais pour ce moment, c'est trop calme, c'est trop timide. Alors, on ne sait pas s'il y a réellement la fête du travail en République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce que nous fêtons parce que c'est à l'international ou bien nous fêtons parce qu'en tout cas nous avons des travailleurs chez nous? Je ne sais pas. Alors, je pense que la question qui m'est adressée nécessite justement qu'on ait les deux pieds sur terre. Parce que si une fois nous fêtons aussi comme c'est à l'international, fête internationale du travail, je pense que nous allons nous lancer dans un débat internationaliste qui ne tient pas compte des réalités sur le terrain social. Raison pour laquelle je voudrais répondre à cette question par d'abord l'affirmatif nuancé. D'abord, nous avons le droit au travail. C'est un droit sacré parce que c'est un droit tributaire d'autres droits. Vous ne pouvez pas manger sans travailler. D'ailleurs, la Bible est claire, qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, le travail implique la nourriture. Et la vie, alors. Et la vie. Alors, c'est pourquoi la sacralité de la vie va de concert et de pair avec les droits au travail. Mais bien sûr, c'est un droit garanti. Là, ça ne fait pas débat. C'est un droit garanti constitutionnellement.
Il y a même un code du travail que le camarade Samuel a énoncé, qui détaille les relations entre travailleurs, employeurs et employés, ce qui ne pose pas problème. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on a l'effectivité de ce que proclame la Constitution? L'article 36, c'est très clair. L'État garantit les droits au travail. C'est l'État qui nous doit du travail. Et c'est l'État qui nous doit les conditions de travailler. Là, je vais parler d'abord des deux conditions. C'est comme ça que moi, j'ai préparé mon argumentaire. Comment est-ce que nous accédons au travail et comment est-ce que nous perdons notre travail? Parce que nous ne pouvons pas accéder à quelque chose sans des conditions qui sont le préalable. Et nous ne pouvons pas non plus le perdre sans qu'il n'y ait pas des conditions qu'on n'a pas respectées pour ne pas perdre ce travail. Alors moi je me demande comment on accède à l'emploi en RDC. Il faut tout simplement respirer, bien se réveiller. Il faut avoir seulement la majorité d'âge. Il faut seulement avoir fini ses études comme Aimé qui a fini et accéder à l'emploi en RDC. Comment alors on essaie pour ne pas monopoliser la parole et terminer d'abord? Exact. Oui. Je trouve d'abord que les conditions d'accès à l'emploi en RDC sont trop dures, pour ne pas dire très dur, c'est minimiser. Moi, je privilégie dire trop dur parce que vous allez voir comme Aimé qui vient à peine de l'université, on va lui soumettre à des conditions draconiennes, à des conditions trop dures, telles que avoir eu à passer 5 ans dans un monde professionnel encore. L'expérience professionnelle, ça c'est un débat qui fait boom sur l'échiquier professionnel. Nous sommes jeunes, nous devons d'abord nous lever avec un ton éloquent et dire non. Pourquoi nous demander 5 ans alors que nous venons à peine de l'université? Et on suppose que c'est nous qui avons la force pour travailler, parce qu'un jeune est épris de cette volonté-là, de pouvoir changer les choses avec engouement, parce qu'il est encore trop jeune, parce qu'on estime qu'être jeune, c'est avoir les énergies pour travailler. Bon, parce que le temps nous est tellement précieux, et je vais finir par les conditions de sortie. Est-ce que pour entrer, il y a de la place? Le terrain est déjà miné, il y a les vieux qui sont là, très nombreux. D'ailleurs, toujours des vieux. Le vieux. Mais ce sont nos pères, ce sont nos grands-pères. C'est bien bon, ils ont le droit de se reposer et que l'on leur donne à manger. On a aussi cette force de travailler pour eux. Imaginez-vous avoir des militaires vieux, mais qui ne frappera pas la nation, mais avoir des militaires trop jeunes, des policiers jeunes, les gens trop jeunes dans l'administration, la matière coule encore à chaud. Mais avoir le vieux là, bon, c'est bien bon. Merci, voilà, cher c'est un peu comme ça. Donc la retraite n'est pas aussi organisée. Donc les conditions d'entrée et les conditions de sortie en RDC ne sont pas organisées. Voilà pourquoi je pense que les législateurs congolais devraient organiser la sortie et l'entrée pour que les droits du travail soient vraiment équitablement et pratiquement garantis. Merci, cher Faustin Banyanga. Monsieur Samuel Bagouma, étant donné que les droits au travail, c'est parmi, ou les droits du travail, c'est parmi les droits qui se trouvent donc dans la catégorie des droits sociaux culturels. Est-ce que l'État est toujours obligé de garantir ces droits lorsqu'il n'a pas, par exemple, de moyens pour garantir l'emploi pour tous? Et dans les cas d'espèce de notre pays, est-ce que notre pays est capable vraiment de garantir à tout le monde ses droits au travail? Merci beaucoup pour la question tellement pertinente. Est-ce que notre État est capable de garantir ses droits au travail? Mais je dirais noir sur blanc, oui. Mais qu'est-ce qui manque? C'est la politique du travail. C'est ça un peu le problème. Les moyens sont là, mais la bonne volonté. Imaginez-vous même quand il y a de bailleurs étrangers qui viennent installer des sociétés ici. On leur donne toute une panoplie de taxes, impôts, et demain après-demain, ils prennent la poudre escampette. Et qui est perdant? C'est notre population. Mais également, une autre politique du travail, c'est qu'a soulevé le camarade Faustin, c'est que je salue cette intervention. Parlant de cette accession maintenant au travail. On vous demande 5 ans d'expérience professionnelle. Cela implique, nous avons tous appris la logique, cela implique que quand vous venez de l'université, vous ne travaillerez jamais. Donc vous entrez directement en chômage. Directement, vous ne travaillerez jamais parce que nulle part vous aurez acquis ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Donc nulle part vous aurez à travailler.
Et que fait maintenant que font nos dirigeants maintenant face à cet égard? C'est pour dire que nos universités sont devenues des machines pour produire des chômeurs. Et ça ne servira à rien, faut les dire, ça ne servira à rien. Il faut les fermer si c'est le cas. Si c'est le cas, parce il faut fermer les universités. Oui, à un moment, demander aux employeurs, non, il ne faut pas exiger de l'expérience professionnelle. Et en second lieu, il faut encourager aussi des initiatives privées. Il faut encourager l'initiative privée. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on remarque? Imaginez-vous, je gagnais un petit $100, je vais ouvrir une petite boutique, et demain, je vois quelqu'un qui me vient DPMR, DGI, et tous on se demande, mais comment je vais investir dans un tel pays? Les conditions ne sont pas propices pour même accéder à ce travail. Et même des gens qui sont déjà dans un travail, des services habilités pour faire un contrôle, ne font pas leur travail. Imaginez-vous, quand il y a un problème entre... Récemment, on a eu envie le problème entre les agents de la Banro et leur employé de la Banro. Mais quand on posait la question à l'inspecteur du travail, qu'est-ce qu'il répondait aux médias? Nous comptons faire, nous allons faire des centres, nous comptons, mais jusqu'où? Merci, M. Samuel Bagouma. Nous saluons les interventions des frères Moucha Galoussa qui nous suivent à ce moment. C'est vraiment un jeune militant et il est chargé de mobilisation de l'Union des jeunes défenseurs des droits humains. Je pense qu'ils ont une réunion demain à la beauté et nous saluons vraiment les jeunes pareils, les jeunes très militants, les jeunes porteurs de l'ADN du changement, du chromosome même de la révolution. Et Madame Nora Mujinga, vous avez compris ce que M. Samuel Bagouma vient de dire par rapport au droit au travail en République démocratique du Congo. Est-ce que vraiment vous aussi vous affirmez avec beaucoup de pertinence que ces droits, notre pays est capable de garantir ces droits d'abord à tout Congolais? Bon, premièrement, j'affirmerai avec grande affirmation que notre pays a cette possibilité de garantir ses droits au travail. Mais il faut aussi vérifier les politiques d'accession au travail, comme on l'a dit. Parce qu'on ne peut pas me demander à moi là, je termine l'université, de présenter 5 ans d'expérience de travail. Vous pouvez aussi votre voix. Bon, ça me dirait que, donc moi là, quand je termine directement, ça me dirait que là, que je passe directement à un chômage. Parce que quand j'étudie, oui, j'ai étudié, j'ai fait autre chose, mais je n'ai pas cette expérience professionnelle dans ces domaines-là précisément parce que j'ai étudié pour ces domaines. Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'expérience professionnelle tout en étant au banc de l'école ou au banc de l'université? Oui, je peux avoir des expériences professionnelles dans d'autres domaines, mais pas précisément dans les domaines dans lesquels je travaille. Mais quand on te demande toujours des expériences professionnelles dans le domaine dans lequel tu vas travailler. Par exemple, vous êtes en architecture. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir l'expérience professionnelle en architecture maintenant? Bon, là, si je fais quelques formations, par exemple, pour la décoration, là, je peux avoir des idées. Je me suis documentée sur Internet par des tutoriels. Je fais quelques trucs à côté. Là, oui, je peux avoir de l'expérience en décoration, mais pas directement en architecture. Dire que j'ai déjà travaillé sur tel projet. Non, là, ce serait quand même un peu trop exagéré. À part que si j'avais certains marchés avant où j'ai travaillé, donc oui, là, en architecture, c'est un peu possible. Mais il y a certains domaines où tu te trouveras que tu n'as pas eu cette possibilité de pratiquer. Dans notre société, la jeunesse est un peu, je dirais, un peu trop molle. Tu peux trouver quelque chose à faire, mais tu te diras que attendons, le moment viendra où je pourrai faire ça. Donc, c'est un peu ça. Mais l'expérience, on peut l'avoir, mais aussi nous avons un problème, nous jeunes. Nous avons un petit défaut, on a un peu mou. Et surtout, comme nous étudions 8-17, comme on l'a dit, de 8h à 17h, il y a même ceux qui étudient même les dimanches. Alors, on ne sait pas si nous étudions pour la vie ou nous étudions pour une guerre. On ne sait pas où nous sommes concentrés. On est même bloqués à faire des petits élevages à la maison. Alors, on ne sait pas, nous étudions pourquoi. Bon, par rapport à ça, je dirais que ce n'est pas les temps qui nous organisent. C'est nous qui organisons notre temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, celui qui étudie du lundi au dimanche? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Malgré les 8-17, tu peux te dire, quand je rentre à la maison, par exemple... À 18h, trop fatigué et abattu. Je peux être fatigué, je me repose un peu, je me réveille, j'étudie peut-être vers 21h, de 21h à 0h.
puis j'organise même une heure à faire quelque chose. Faire quoi? Comme vous êtes architecte, alors à 21h, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir l'expérience professionnelle? Et pourtant, vous devrez être au terrain. Merci, Madame Nora. Et nous donnons la parole à Aimé Lunga. Et je pense que comme économiste, il va nous expliquer d'abord l'expérience professionnelle, c'est quoi? Parce qu'on nous disait que l'expérience professionnelle, c'est des échecs et des réussites qu'on a fait dans un domaine quelconque. Alors, on ne sait pas au juste l'expérience professionnelle qu'on exige. Parce que si moi, on me demandait l'expérience professionnelle, j'en ai déjà beaucoup. J'ai beaucoup d'échecs et de réussites. Alors, je ne sais pas, vous, en tant qu'économiste, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces mots-là? Expérience professionnelle de 10 ans, de 5 ans, et pour ne citer que cela. Avant de pouvoir aborder la question de l'expérience professionnelle, je me propose qu'ensemble nous comprenions la logique qui conduit au travail. En fait, dans un pays qui se respecte, d'une part, vous avez une masse de gens, la population, des gens qui ont étudié, ou tout individu, tout citoyen de la nation qui a besoin de travailler, qui est disposé à offrir sa force de travail et qui doit rencontrer dans l'autre camp, c'est-à-dire les entrepreneurs, l'entreprise, qui peut être l'État ou les particuliers qui sont disposés à pouvoir l'embaucher. Et dès lors qu'il y a un déséquilibre entre, d'une part, les entreprises qui doivent embaucher les gens, les citoyens, et les citoyens qui sont disposés à travailler, il y a un problème, on aboutit à ce qu'on appelle le chômage. Les chiffres révèlent que dans les 25 années passées en Afrique subsaharienne, la région a produit plus de 125 millions de jeunes diplômés sur une période de 25 ans. Mais en même temps, sur la même période, le nombre d'emplois qui a été créé avoisine environ 9 millions d'emplois. L'écart est astronomique. La proportion va en dessous de 10% d'emplois créés pour la masse qui a été lancée sur le marché d'offres d'emploi. Ce qui veut dire qu'en réalité, on ne peut pas avoir dans ces conditions des gens qui auront du travail. Ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable. Mais d'où vient ce travail dont il est question? Généralement, on pense que c'est l'État qui doit créer l'emploi. D'une part, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que dans un pays qui se respecte, surtout dans l'esprit capitaliste, on doit laisser aux gens liberté d'entreprise, liberté d'entreprendre. C'est garanti dans notre Constitution. Je pense à l'article 35 de la Constitution. C'est ce que je suis en train... On ne sait pas au juste qu'est-ce qui bloque alors les privés à appliquer ces droits-là. C'est là que je suis en train de... Ou à s'en approprier. C'est là que je m'oriente. En réalité, sur le plan légal, les juristes l'ont si bien spécifié, nous avons de beaux textes, mais question applicabilité, ça pose énormément de problèmes. En fait, la liberté d'entreprise est garantie par la Constitution, mais l'effectivité pose problème. L'effectivité pose problème sur deux dimensions. D'une part, les gens qui prétendent entreprendre, d'autre part, les conditions dans lesquelles ils entreprennent. Parce qu'il ne suffit pas, je vous mets au défi, de vous présenter dans toutes les facultés confondues de la ville de Bukavu, poser aux jeunes qui sont en LD après vos études, si on vous fait 10 000 $, quel projet concret une banque propose aux jeunes finalistes après avoir accumulé toute la matière telle qu'elle a été vantée. On vous propose 10 000 $, avez-vous un projet que vous pouvez matérialiser pour vous créer de l'emploi? Je donne ma main à couper qu'environ 99,99% n'auront rien à présenter. Il se pose un problème au niveau du système éducatif. Il semble que chez les anglophones, on forme l'individu à développer ses talents. Mais ce qui n'est pas le cas dans le système francophone. Voilà pourquoi vous avez des individus qui peuvent finir les études, mais qui n'ont pas la capacité de créer quelque chose qui puisse leur assurer un emploi. Du côté de... Donc ils sont nuls dans les concrets, mais avec beaucoup de théories, beaucoup de dispositions, beaucoup, je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, on doit rentrer dans l'historique de notre système éducatif. En réalité, il a été conçu pour former des travailleurs, mais non pour former des créateurs d'emplois. C'est là toute la difficulté. Et c'est là
cela, pour les comprendre, nous devons remonter vers les années où nous avons été colonisés. C'est là que tout a été conçu. Du côté de l'État, normalement, l'État n'a pas l'obligation de créer de l'emploi pour ses citoyens. L'État a deux obligations. L'État emploie au travers l'administration publique, l'État emploie au travers les secteurs stratégiques ou les secteurs qui demandent un fort capital d'investissement pour créer des industries lourdes que les particuliers ne peuvent pas réunir les moyens pour pouvoir les créer. Deuxièmement, l'État intervient sur les marchés de l'emploi par les mesures d'incitation à l'entrepreneuriat aux particuliers qu'il doit garantir et les conditions d'affaires qui doivent être propices. Parce que si les conditions de travail ne sont, disons, les conditions d'entreprise, d'entreprendre ne sont pas garanties, vous n'aurez pas d'entreprises qui pourront employer. Par voie de conséquence, le taux de chômage sera très élevé. Or, dans notre pays, j'ai eu le malheur de consulter le programme de gouvernance de Sama Lokondi. Dans le pilier 55, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est au pilier 55 qu'il est dit que le gouvernement Sama Lokonde va promouvoir l'emploi de tous les citoyens. Mais qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Il est dit que le gouvernement va créer des emplois, va créer des entreprises pour employer une masse de gens considérable. Et dans combien d'années on va créer ça? La question que vous venez de poser pose le réel problème de cet alinéa. Pour savoir en fait, il n'y a pas d'indicateur objectivement vérifiable qui puisse nous permettre de savoir quel est le montant qui sera alloué dans la création de ces entreprises, pour quelle période et pour créer de l'emploi pour quelle quantité d'individus. Voyez-vous, c'est comme l'ont dit les gens qui ont critiqué le programme Sama Lokonde, c'est un procès de bonne intention. C'est tout un chapelet de vœux que le gouvernement cherche à atteindre, mais dont la conception au départ pose un réel problème. On ne peut pas me dire que d'ici 3 ans, nous allons réduire le taux de chômage, alors qu'on ne sait pas avec quels moyens le gouvernement va allouer au secteur d'entreprise. Et créer même les entreprises. Monsieur voilà. Aimé Lunga, on va revenir à vous pour ne pas vraiment monopoliser la parole. Et on va donner la parole à Faustin Banyanga. Je pense qu'il souhaitait déjà la parole. Monsieur Faustin Banyanga, vous avez compris que c'est vraiment une grande difficulté dans notre pays pour avoir vraiment les droits au travail. Et nous avons des riches, nous avons vraiment des personnes richissimes, pour ne pas les dire, et pour ne pas même les citer, qui pourraient créer des emplois ici. Nous avons vraiment des boss, comme on l'a dit, et qui pourraient même créer des usines d'aliments, qui pourraient même créer des usines de souliers, même fabriquer même des cure-dents. Mais nous importons ça dans des pays désertiques, et pourtant ici nous avons des arbres et des arbres. Alors, qu'est-ce qui bloque à ces personnes-là, hormis les devoirs de l'État à garantir les droits au travail? Qu'est-ce qui bloque ces gens à garantir l'emploi? Même pour faire des routes, ici, c'est impossible. À Goma, nous avons vu que ce sont des privés qui font des routes. Est-ce qu'ici, dans la ville de Bukavu, qu'est-ce qui bloque ces gens que nous appelons des patrons, des boss, à créer de l'emploi pour les jeunes et pour toute la communauté? Merci beaucoup encore une fois, monsieur le présentateur. Je préfère répondre à votre question par un texte que nous avions appris il y a très longtemps à l'école secondaire, je pense. Les textes commençaient par un titre qui me semblait comme une question. On demandait « Que feras-tu après tes études ?» C'est un texte qui, personnellement, m'inspire trop. Mais les textes lui-même ne répondaient pas à la question. Bon, en fait, c'est une question qu'on nous a laissée parce que ça dépend d'une personne à une autre. Oui. Par exemple, les textes allaient répondre que je ferai les droits. Je ferai la magistrature. Mais comme les textes nous lancent la question pour y réfléchir, nous avions l'obligation d'y réfléchir. Alors pourquoi j'évoque ces textes? Quand on est encore trop jeune, on a des ambitions. Plus que même ce qu'on apprend. On a du talent, comme l'a dit Aimé.
Et cela m'amène à dire que nous manquons, pour répondre maintenant à votre question, nous manquons de personnes pour encadrer nos rêves, pour encadrer nos visions, nos talents. Les boss que vous avez cités, combien sont-ils à Bukavu qui investissent dans la jeunesse, dans les talents de jeunes? À Bukavu, nous avons des talentueux, monsieur le présentateur, des très bons dessinateurs, des très bons chanteurs, des très beaux danseurs. Mais à Bukavu, jusque-là, on n'a pas une star comme Inosbi. Inosbi, lui, a évolué à Goma. Vous avez cité Goma. Ouais. Goma, on sait promouvoir les talents, on sait vendre du talent, on sait vendre ce que nous avions, ce que nous naissons avec, le naturel. Mais chez nous, le boss de Bukavu investissent dans les parcelles, dans les maisons, Pangisha Manyumba. C'est là où le boss de Bukavu investit. Ils construisent même 10 maisons à la fois. On a 10 maisons qui a investi mon jeune ou moi, à estimer que les jeunes n'ont quoi farceur. Voyez-vous? Alors que si on devrait avoir une politique qui met l'homme au centre, la promotion de l'être humain, ça devrait marcher. Donc vous comprenez d'abord pourquoi Bukavu ça bloque. Une autre conception que je voudrais évoquer dans ces débats, c'est parce que nous essayons de particulariser les débats vers les intellectuels, comme si ces gens-là qui n'ont pas passé au banc de l'école n'ont pas droit au travail. Messieurs, vous qui n'avez pas étudié, vous avez droit au travail. Oui, c'est pour tout Congolais. On dit d'ailleurs, la disposition dit chaque Congolais. Je le rappelle parce que les scientifiques que nous sommes, nous avions appris du français, là je mets entre guillemets, on pense que comme tu parles bien français, ce n'est que vous qui avez le droit au travail. Ça c'est très faux. On vous trompe, vous qui ne parlez pas français. Nous sommes tous Congolais, nous avons 18 ans révolus, nous avons droit au travail. Mais alors, l'autre angle, pour renchérir ma pensée, c'est par rapport aux problèmes sociaux, aux problèmes de tous les jours. Ailleurs, un problème est égal à une solution. Le problème, c'est un manque, l'économiste est là, et la solution, c'est un remède. C'est juste un problème correspond à une solution. Mon cher, les routes ne sont pas construites. Les routes se transforment en rivières lorsqu'il plaît. Rarement on a du courant, rarement on a de l'eau, rarement on a les gens qui puissent évacuer les déchets ménagers. Il y a trop de problèmes dans notre société, il y a l'insécurité. Mais pourquoi ne pas recourir à des bonnes personnes pour trouver des solutions? Il arrive des fois, on a Pitaka, Moville à Bukavu, il y a des quartiers où il y a beaucoup de pierres qui liment à Madio, mon frère. Et je vous assure, à kuna jeune molenda pour l'université, moyanezenda sombele Madio à Zvebe mon quartier. C'est là où je parle aux gens qui n'ont pas étudié. Celui qui n'a pas trop étudié, il a droit au travail. S'il a ses biceps, pourquoi il ne peut pas aller prendre ses pierres et mettre de pavés dans le quartier? Nous avons de la boue à Bukavu. Hein. Quand il plaît, ça merde. Mais pourquoi ne pas rendre nos problèmes, nos potentialités, notre argent, convertir le problème en argent? Mais à Bukavu, on n'a pas de mentors. C'est ça les boss. Les boss n'investissent que dans la construction de maisons. Est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance aux jeunes, parce qu'ils savent que les jeunes de Bukavu, je ne sais pas, ils vont détourner ça, ils aiment trop des lignes ou je ne sais pas quoi. Ben, je pense que avoir l'idée généralisatrice comme ça prouve suffisamment que on n'a pas évolué sur le plan réflexion. On ne doit pas dire, bah, jeune à Bukavu, bico désordonné, ça c'est nous injurier. Peut-être Faustin Banyanga, lui, il est quand même responsable. Alors qu'est-ce qui les bloque? Alors ils sont des mauvaises foi? Ils ne veulent pas essayer. C'est ça le problème. Et bon, et pour aussi ne pas généraliser ces boss, il y en a de ces boss-là, mais qui sont trop rares. J'aime employer le terme trop parce que au-delà des trop, je ne sais pas s'il y a un autre terme à utiliser, mais ils sont trop rares, rarissimes, ces boss pour investir dans la jeunesse. Donc, les gouvernements devraient avoir une politique plus humaine. Parce que quand on met l'homme au centre, on sait qu'il a droit à avoir de quoi manger. Le gouvernement ne s'est jamais demandé comment les gens de mon pays mangent. Est-ce qu'il y a de maisons ici où manger, c'est un problème? Aller à l'école, c'est un problème. Et tout ça n'a l'air du rien. Nous dormons dans des problèmes, nous nous réveillons dans des problèmes, nous marchons dans des problèmes. Alors que le problème même devrait ici, être nous sommes dans converti un problème parce qu'il peut y en avoir coupure du courant. Ouais. Alors que tous ces problèmes-là que vous venez de citer devraient constituer des opportunités. Mais parce qu'il y a un problème maintenant au niveau du canal.
qui va me mettre en contact avec la personne qui va m'aider à m'élever. Inosbi avait du talent, mais Hakodifiki Chakonyi Kosai, il a fallu quelqu'un pour lui faire arriver là où il fallait. Pour pas, il faut après qu'il chante avec Akon. Akon, voyez-vous, il ne suis pas arrivé là. Voilà. C'est un peu comme ça le problème, nous n'avons pas de mentor. Je pense qu'il y a nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à ce moment. Ils peuvent toujours ou elles peuvent nous envoyer leur intervention sur notre numéro qui est affiché sur l'écran. Et nous allons vous lire par rapport au droit du travail. Est-ce que c'est efficacement garanti dans notre pays? Et Monsieur Samuel Bakouma, on aimerait aussi savoir, non pas comme un juriste, mais comme un élément de la société, comme un fils de la société, qu'est-ce qui bloque vraiment à nos boss ici dans la ville de Bukavu de créer de l'emploi? Parce que nous voyons des chantiers, nous voyons tout cela, mais aucune initiative qui pourrait créer de l'emploi aux jeunes. Même des petits emplois, même pour faire une petite usine de cure-dents, ça ne demande rien, je pense. Même avec un couteau, on peut le faire. Mais qu'est-ce qui bloque aux gens de faire des initiatives pareilles? Merci beaucoup pour la question nous étant adressée. Bon, la première partie de la réponse a été donnée par Faustin. Mais la deuxième partie, c'est celle-ci. Faustin l'a bien dit, Inchinakufa. Le problème, ces gens-là aimeraient peut-être aussi investir, mais se disent non, avec tout mon argent, mais dans ces pays où demain après demain on peut publier notre texte qui approche celui-ci, demain après demain il n'y a pas l'application des textes qui sont là, chacun fait ce qu'il veut. Alors, est-ce que c'est fondé? Alors, pourtant, pardon, monsieur Samuel, ils se disent que le pays est déjà mort, Inchinakufa, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que, pourquoi alors ils construisent des maisons, ils achètent des parcelles? Voilà c'est parce qu'ils deviennent plus riches, mais voilà, que même les voilà, pays. C'est parce qu'ils se disent, bon, avec mes 100 000, au lieu de donner à une banque qui va tomber demain en faillite, nous avons connu l'expérience de nos banques ici, qui va tomber en faillite, ce qui n'est pas sécurisé, demain on va piller. Je préfère acheter une parcelle parce que demain après demain, je vais revendre ma parcelle et récupérer peut-être mon argent. On s'est dit, il y a cette politique derrière. Investir alors. Oui, alors on s'est dit, je vais donner les cas de certaines sociétés qu'on a connues et venues avec de l'eau, Mugote ici. Mais il faut poser la question, Mugote, qu'est-ce qui a bloqué? Quand on est parti, Mugote nous a dit qu'il avait une forte surtaxation. Et puis Inyange du Rwanda arrive. Et une concurrence aussi. Non, là, vous voyez le problème c'est que nous privilégions plus la marchandise qui vient de l'étranger. Et on décourage les initiatives privées. Je dois vous assurer ici à ces plateaux que certains commerçants de la ville préfèrent maintenant investir dans des entreprises à l'étranger parce qu'ils savent que ces mêmes affaires vont passer ici et seront exemptées, même voire exonérées. C'est pourquoi vous avez connu des gens comme Mugote ici, ne produit plus. Mais l'eau de Inyange nous arrive toujours. Inyange nous arrive en provenance du Rwanda. Nous avons connu ces matériaux du Katana. Donc l'État n'encourage pas l'initiative privée. Non, l'État n'encourage pas l'initiative privée chez nous. Vous voyez même que non, il y a même pas 3 mois, on a construit une route juste devant ma porte, à la maison. Mais il faut voir les murs. Tous ces ciments, c'était cimérois. Imaginez-vous si on pouvait trouver le marché, des cimenteries de Katana, juste pour la route. Les 1 km, là on employait les ciments du Rwanda. Combien nous avons enrichi le Rwanda au détriment de notre population? Et alors, en tant que peut-être un homme d'affaires, on pourra se dire, mais est-ce qu'il faut investir? Est-ce que ce pays n'est pas sérieux? Je préfère en tant qu'actionnaire, mitima action zangu msimero parce que mina zitakuwa na kuya huku zitozishiwa. Que mettre dans la cimenterie de Katana, il ne faut pas l'été peut-être aux atassiments moins. Mais un capitaliste, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est l'intérêt. Quand je veux voir, qu'est-ce que je gagne en tout ça? Qu'est-ce que je gagne en tout ça? Mais à Goma, c'est dans le même pays, mais là, on s'efforce à faire quelque chose. Il y a cette politique. À Goma, vous voyez avec la FEC. Parce que ne croyez pas, un homme d'affaires ne fait pas la caritas en tout cas. Lui, quel est son intérêt? C'est pas la caritas. Quand vous avez besoin de la caritas, c'est à l'archevêché. Ou à CEPAC, ou à Sayouni, non. Mais un homme d'affaires, il s'est dit, mais qu'est-ce que je gagne dans tout ça? À la FEC, ils ont, dans le pourcentage de pétrole, ils se sont dit avec le gouvernement provincial, nous gagnons autant, vous gagnez autant. Quand chacun a ses intérêts, ça fait titre, ça va. Mais ici, chez nous, quand vous voulez amener juste un projet, je vous demande, essayez. Vous ferez 2 semaines avant d'avoir même l'audience avec le directeur du cabinet du gouverneur. Et peut-être le gouverneur lui-même ne saura jamais que vous étiez passé par là. Et pourtant, nous, on avait déposé. Même pour avoir l'audience avec les chefs de quartier, c'est difficile. Nous, on avait déposé un projet d'académie qui a fait 1 année, qui était là, stagnant. Pourtant, c'était un projet pour encadrer ces enfants en situation de rue qui pouvaient en profiter. C'est la population, parce que ces mêmes enfants, s'ils ne sont pas encadrés,
ils arrivent à menacer. Pourquoi tout cela, lorsqu'on devient gouverneur, je ne sais pas, lorsqu'on passe, on dirait une ambulance qui passe, tout ça, avec beaucoup de gardes-corps, et pourtant vous êtes gouverneur, pas même gouverneur, bourgmestre ou chef des quartiers. Non, Pourquoi on ne veut pas être toujours proche de la population? Non, vous allez plus loin, quand vous parlez bourgmestre. Moi, je connais un voisin qui est chef de parquet au village et qui a 4 policiers, on ne peut pas le voir même en cours de rue comme ça. Et pour le voir chez lui, en tout cas, c'est un problème, c'est mon voisin direct. Et quand vous dites que pour approcher même les autorités, donc nos autorités tout le temps roulent dans des SARF, Nissan, des véhicules bien tunés, alors ils ne savent pas le vrai problème de la population. Parce que vous adressez une note au gouverneur et que peut-être là au niveau du protocole, là juste à l'entrée, vous voyez les cabinets du gouverneur, là au niveau du protocole, on va classer ça sans suite. Ça n'arrivera même pas peut-être au DIRCAL. C'est peut-être un jour que vous sortez de la main, vous croisez les DIRCAL, vous lui donnez vos problèmes. Donc nous avons vraiment Donc il y a un manque de confiance aussi de la part. On s'est dit, est-ce qu'on peut avoir confiance dans cet État au fait? Avec nos dirigeants, est-ce qu'il faut avoir vraiment confiance avec ces gens? C'est pourquoi même ces hommes d'affaires hésitent. Merci cher. Il ne faut pas jeter de l'argent. Vraiment, ça peut nous faire rire, mais vraiment nous pleurons au fond du cœur. Madame Nora, est-ce que nous pouvons vraiment espérer encore reconstruire notre pays, ou quelles sont des pistes et des solutions? Parce qu'on ne peut pas toujours dire que notre pays est mort. Pourquoi ne pas encore les rendre très vifs, très dynamiques? Pourquoi c'est là? Est-ce que nous, les jeunes, on doit toujours accepter que nous partons ailleurs et pourtant ailleurs il n'y a rien aussi? Est-ce que nous avons aussi quelques pistes de solutions pour garantir les droits au travail, mais aussi les droits à l'initiative privée et consorts? Bon, premièrement, je dirais que nous avons encore cette possibilité de garantir les droits au travail. C'est juste que il faut avoir dans nos personnes que nous appelons les boss, qu'ils aient aussi cette volonté. Parce qu'ils peuvent avoir cet argent, ils peuvent doter de notre pays, mais aussi avoir de la volonté. D'une part, je dirais pour eux, c'est la volonté, mais aussi pour notre État, il faut aussi revoir notre politique de surtaxation. Parce que une personne peut te dire, je veux faire ma boutique, mais comment est-ce qu'elle sera taxée? C'est ces politiques de surtaxation-là qui vraiment découragent plusieurs personnes. Et aussi, quand on se propose à l'initiative privée, comme on l'a dit, que l'initiative privée est garantie. Veuillez aussi votre voix. Vous êtes qu'une seule femme ici, et alors votre voix doit être plus attendue. Comme on dit que la politique de l'initiative privée, elle est garantie. Je dirais oui, bien, elle est garantie, mais quand tu exposes un projet à une personne, tu dis que comme tu es jeune, tu ne prendras que mon argent pour de l'aventure, que pour autre chose, et tu ne veux pas investir, ou après tu vas juste te jouer de mon argent et t'en aller. Il faut aussi avoir une certaine confiance aux jeunes. Ce n'est pas tout jeune qui est là pour dépenser de l'argent inutilement. Il y a des jeunes qui ont des initiatives, qui ont des idées. Comme on l'a dit, notre pays n'encourage pas vraiment cette initiative privée. Parce que c'est pas tout le monde qui... On va à l'école parce que nous aussi, nous avons des initiatives et nous pouvons aimer que... Est-ce que nous partons à l'école parce que nous voulons vraiment les études, ou parce que nos parents nous ont obligés cela depuis qu'on était enfant? Pour c'est ce qu'il faut se demander. Est-ce qu'on a vraiment les choix? Sinon, si on avait quelque chose à entreprendre, je ne vois pas quelqu'un qui irait à l'IOB ou à l'ICB. Si on avait vraiment des activités, des situations vraiment très concrètes pour avoir de l'argent, est-ce qu'on partirait à l'IOB ou à l'ICB et à l'IEA? Cela dépend de ce qui nous pousse à l'école. On n'a pas les choix. Oui, on n'a pas vraiment les choix, mais l'école nous permet aussi d'avoir une certaine intelligence, de développer certaines capacités. Parce que tu peux avoir un talent, je peux avoir un talent de dessinateur. Mais pour être dessinateur professionnel, il faut que j'ai une petite Est-ce qu'au niveau des diplômes, ça ne suffit pas déjà? Et nous avons nos grands-pères qui arrivaient par exemple à avoir leur diplôme. Et dès qu'ils ont leur diplôme, pas même diplôme, on disait même des D4. Tout le monde, toutes les entreprises viennent vous chercher parce on sait que vous avez déjà quelque chose, mais pour ce moment, vous êtes licencié, on ne vous considère même pas au quartier, on ne doit pas même vous saluer. Il faut avoir au moins un diplôme de maîtrise aujourd'hui. Tout ça, pourquoi tout ça? Et pourtant, on n'aura rien. On voit des professeurs, mais ils n'ont rien. Concrètement, ils n'ont pas même des maisons, ils sont locataires un peu partout. Alors, tout ça, même pour avoir une voiture, je crois, c'est loué. Pourquoi tout cela alors? Bon, par rapport concrètement, et pourtant il y a des pauvres, pas des pauvres, mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école,
qui ont beaucoup de richesses un peu partout. Pourquoi alors il y a vraiment cette dichotomie-là entre vraiment nos théories et la pratique? Par rapport à cela, je dirais que d'abord, nous sommes dans une société qui est inégalitaire. Et dans notre société, il doit y avoir un boss, un moyen et une personne qui se débrouille pas Donc, mal. on n'a pas la classe moyenne au Congo, c'est ça le grand problème. La classe moyenne, pour nous, elle n'existe pas presque. Et pourtant, c'est ce qui devrait être. Mais je dirais que par rapport à tout cela, dans notre pays, la piste de solution est que dans nos dirigeants, il y a ces politiques qui permettent l'initiative privée et qu'ils essayent de regarder leur politique de taxation. Et par rapport à ces personnes que nous appelons des boss, qu'ils aient aussi une certaine confiance. Parce que merci. C'est en ayant cette confiance aux jeunes que nous, jeunes aussi, nous pourrons avoir une certaine idée. Par exemple, comme on nous l'a dit, que ici déjà 99,99%, tu peux demander à un jeune qu'est-ce que tu as comme initiative si on t'a donné ces $1000. Quand tu regardes que même si tu prends ton projet, tu les mets à découvert d'une personne et te décourage, te dit que dans qu'est-ce notre que vous pays... ferez si c'est à vous qu'on donnait les $1000 là? Premièrement, moi, si premièrement à cette heure on me donne ça, je commencerai à fabriquer des sacs comme les sacs du Rwanda, parce que nous sommes dans un pays où nous devons éradiquer les sachets. Je commencerai à fabriquer ce genre de petits sacs et les livrer dans des supermarchés, dans des magasins. C'est vraiment pertinent. Monsieur Meilunga, nous arrivons presque au terme de notre émission et nous donnons quelques pistes de solutions et à nos problèmes, les problèmes que nous avons soulevés et tout au début de cette émission et jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions pour que vraiment ce droit au travail soit garanti? Comme étant économiste, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions produire de la richesse? C'est ça la base même de l'économie, produire de la richesse et comme ça. Alors, qu'est-ce que vous dites alors par rapport à ces points-là? La question que vous venez de poser, elle est trop large et éminemment pertinente. Mais dans cette émission, on a beaucoup insisté sur les boss, n'est-ce pas? Les boss, mais qui sont les boss de cette ville? Les boss de cette ville, ce sont des gens qui œuvrent dans le commerce général, la Chine. Les boss de cette ville, ce sont des gens qui se sont enrichis dans le secteur minier, Bachuruzia Oro. Généralement, pas forcément, mais Bachuruzia Oro généralement. Nous pas grand boss ya moi. Les politiciens ne sont pas boss. Moyennement, pas totalement. Okay. Alors, lorsque nous analysons la logique dont ces gens-là s'enrichissent, en fait, elle ne peut pas permettre qu'il y ait création de l'emploi. Quelqu'un a $100,000, il les envoie dans un carré minier quelque part, on lui rapporte de l'or, il vient, il revend. D'abord, c'est de l'argent qu'il ne saura pas justifier parce que dans une banque, vous ne pouvez pas venir déposer $1 million, vous devez savoir justifier d'où vient cet argent. Investir dans l'immobilier, c'est devenu un système pour blanchiment des capitaux. Voyez-vous, c'est comme blanchir de l'argent. On ne sait pas, on l'a amassé d'un coup comme ça. Unique solution. Blanchiment des capitaux ou enrichissement sans cause? Non, c'est pas sans cause. Ces gens ont travaillé. Ces gens ont travaillé. Mais le plus important dans cette logique, c'est que nous avons des hommes d'affaires qui sont orientés vers l'enrichissement immédiat, les affaires qui tournent le plus rapidement possible. Vous allez en Chine, vous achetez de la marchandise, vous embauchez des gens dans quelques 3-4 magasins, généralement vos frères. Et puis, si vous investissez dans l'immobilier, vous prenez quelques maçons qui vous bâtissent une maison pendant 2-3 ans, elle est finie, ils rentrent au chômage. Même des maçons. Il y a des maçons qui viennent voilà. En fait, le plus important, c'est la logique qu'il y a derrière cette façon de vivre, derrière cette façon de créer de la richesse. La logique qu'il y a derrière cette façon de s'enrichir, c'est que beaucoup d'hommes d'affaires de notre pays ne sont pas disposés à investir dans ce qui ne rapporte pas immédiatement. Voyez-vous, les gens sont disposés pour ce qui rapporte immédiatement, mais pour les entreprises qui doivent, pour lesquelles il faut une certaine expertise, il faut un certain délai pour récupérer votre capital, les gens ne sont pas disposés. Merci, monsieur Aimé Ilunga et monsieur
Faustin Banyanga, dans quelques secondes, vous pouvez conclure. Le plus grand problème de notre pays réside dans le social. Le peuple d'abord implique le social. Et je ne vois pas une société qui puisse avancer sans des travailleurs sociaux. Notre société a une culture un peu très basse. Permettez, notre société est malade. Et il faut des travailleurs sociaux pour guérir cette société. Merci. Une société qui ne comprend pas qu'il faut consommer local. Une société qui ne comprend pas qu'il faut investir chez soi. Il faut guérir cette société. Nous importons même des beignets, des amarants, tout ça, des maçons. Même les cervezes dans un hôtel. Il y en a. On importe tout. Alors il faut des travailleurs sociaux pour faciliter la tâche aux juristes, faciliter la tâche aux médecins. Voilà un peu ce que je peux dire, des travailleurs sociaux. Monsieur Samuel Bagouma, c'était un grand honneur de vous avoir comme invité. Et le plaisir partagé, c'est toujours été un honneur de participer à ces débats. Et Madame Nora Mujinga, c'était vraiment un grand honneur de vous avoir comme invité dans ces débats jeunes débatteurs. Merci aussi de m'avoir invité. Monsieur Meilunga, c'était un grand plaisir de vous avoir dans ce beau studio de la RTNK. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Faustin Banyanga, c'était un grand plaisir de vous avoir dans ce beau studio de la RTNK. Merci beaucoup et bon week-end à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTNK, vous avez été très nombreux et à suivre notre émission Jeunes Débatteurs. Et nous arrivons au terme de notre émission. Vous pouvez toujours vous faire inviter dans ces débats en nous appelant ou en nous envoyant un petit texto et demandant la participation dans ces débats. Et nous disons encore merci à tous les jeunes et entrepreneurs et à la RTNK pour la promotion de la jeunesse, particulièrement à la directrice de la RTNK, mais aussi au technicien Moloto qui a toujours été avec nous et qui nous accompagne, même, il laisse même sa pause pour nous conduire dans ces débats. Et nous disons merci aussi à tous les jeunes de l'Union des jeunes défenseurs des droits humains, permettez la tautologie, qui sont des jeunes militants et qui sont des jeunes porteurs de l'ADN du changement. Et nous disons merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices. À la prochaine occasion. C'était Victorien Kondoli. Merci.